Bonjour à tous, bienvenue du coup au slot Follow the UX Flow. Alors je préviens tout de suite, il y en a pour une demi-heure. Je suis pas sûr qu'on ait du temps pour les questions-réponses, parce qu'il y a beaucoup de contenu. Je vais pas faire de vous des professionnels de l'UX en une demi-heure. Par contre, du coup, il va falloir attacher ses ceintures parce qu'il y a pas mal de contenu et le but, c'est surtout d'éveiller votre curiosité, de vous donner un peu des tips, des éléments pour aller faire des recherches et aller plus loin. Du coup, je me présente rapidement, David Attali, je suis chez Xebia depuis 2 ans et demi. Je suis directeur artistique et UX designer. Il y a mon Twitter là pour ceux qui veulent voir ce que je poste. Pas grand chose, mais bref. Du coup, on va attaquer directement le workflow UX qui va s'axer par 5 étapes. On va avoir la planification et donc le début d'un projet. Le but concrètement de ce sommaire, ça va permettre en 5 étapes de définir un produit assez précis en partant du brief client pour atteindre vraiment un produit qui répond à 100% au maximum aux besoins de l'utilisateur. Donc du coup, on va passer par la planification, l'exploration, l'idéation, la génération et l'évaluation. Pour le moment, ça ne vous parle peut-être pas, mais on va voir toutes ces étapes-là après plus en détail. J'ai repris le schéma de l'allemand et Grenier que vous pouvez trouver dans le bouquin Les méthodologies UX, qui est un peu la bible de l'UX pour ceux qui veulent commencer. Et donc là, en fait, on voit surtout en schéma tout ce qui est vraiment les 5 étapes, sachant que chaque étape est itérative, et donc du coup, on peut recommencer chaque étape jusqu'à obtenir vraiment du contenu. On va commencer par la planification ou l'immersion dans le projet. Et donc là, comme tout bon projet qui se respecte, on va devoir analyser le brief client, le décortiquer, formuler une problématique, parce que la problématique, c'est hyper important pour savoir à quoi on va répondre au niveau de ce qu'on va produire. Et du coup, il y a aussi l'analyse concurrentielle, parce que c'est aussi important d'aller voir ce que font les autres, si le produit existe déjà, etc. L'analyse du brief client. Il y a des éléments à éclaircir par rapport à un produit. Au niveau du brief de son client, il va falloir déjà savoir qui sont les utilisateurs. Et ça, je vais pas mal le répéter, les users, c'est quelque chose de très très important. Sans ça, vous aurez un produit qui vous risquez fortement de taper à côté. Le produit en lui-même, s'il existe déjà, etc. L'entreprise, pour qui on travaille, c'est aussi important de savoir ce que fait l'entreprise, de la connaître, je veux dire. Et la concurrence, encore une fois. Pour les utilisateurs, il y a une méthode très simple. En fait, il y a pas mal de questions qu'on peut se poser. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais en fait, ces questions vont vous permettre déjà de commencer à faire un petit patron des personnes pour qui vous allez devoir travailler. Qui ils sont, dans quel contexte ils travaillent, quelle est leur typologie, leur scénario, quel est leur user de journée, donc l'expérience utilisateur de la journée d'un utilisateur, et quelles sont les motivations de ces utilisateurs et potentiellement leurs freins. Parce qu'en général, si on nous interroge, c'est qu'il y a forcément des points de douleur ou des freins dans leur solution actuelle. Les méthodes, elles sont assez simples. Vous pouvez faire des entretiens avec les parties prenantes de l'entreprise ou directement avec les utilisateurs, c'est encore mieux. Aller directement vraiment au contact des utilisateurs. Ça, je préconise vraiment. Il y a les recherches secondaires, toutes les études existantes, etc., les publications, c'est important. Et la recherche utilisateur, et ça c'est aussi un gros pavé qu'on va étudier juste après, qui va nous permettre de commencer à vraiment définir les utilisateurs. Le produit en lui-même, pareil, pas mal de questions qu'on peut se poser. Est-ce que le produit existe déjà? Quel est son principe? Les contraintes? Comment il est utilisé, etc. Le but, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on a actuellement, faire un état des lieux en fait, du produit qui existe déjà et de se dire derrière, ça va nous permettre de pouvoir répondre aux besoins. Parce que là, actuellement, le produit, on va faire un constat, en fait. Pareil, on fait des méthodes très simples, on fait des entretiens, on va découvrir le produit, aller directement sur le terrain, le tester nous-mêmes, ou alors vraiment faire ce qu'on appelle du fly on the wall, c'est-à-dire la mouche qui se pose sur un mur, et vous allez avec les utilisateurs et vous faites rien, vous vous mettez juste à côté d'eux et vous les regardez travailler. C'est le meilleur moyen de voir comment ils utilisent leur solution. Et l'analyse des traces d'utilisation, bien sûr, avec le eye tracking, ce genre de choses, des tests, l'A/B testing, etc. L'entreprise en elle-même, pareil, il faut savoir pour qui on travaille. Et donc là, du coup, il faut vraiment décortiquer le client, savoir quelles sont les parties prenantes aussi dans le projet, c'est assez important. Qui est décisionnaire chez eux, puisque forcément, vous allez beau avoir quelqu'un de très motivé, si la hiérarchie dit non, ça va être très compliqué de faire passer les choses.
Et c'est à ce moment-là où, en général, on sort la carte business. La carte porte-monnaie, en général, ça marche toujours pour convaincre un client. Et des méthodes, en fait, pour connaître l'entreprise, pareil, des entretiens, des documents d'entreprise. En général, les entreprises sont assez bien documentées. Du coup, ça vous permet déjà d'établir des éléments. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Si des choses existent, servez-vous-en. La concurrence, et donc là, il va falloir accompagner l'entreprise si elle n'a pas déjà fait son benchmark de concurrence. Accompagner l'entreprise pour savoir qui sont les concurrents, qu'est-ce qu'ils proposent comme solution alternative ou comme solution équivalente. Et encore une fois, il y a des méthodes comme le benchmark, je viens de le dire, le SWOT avec les forces, les faiblesses, les opportunités et les peurs. Mais ça, on va les voir après. La formulation de la problématique, c'est très important. Si vous n'avez pas de problématique en début de projet, vous ne répondez pas à un vrai problème. En fait, vous pensez à vous dire je réponds à ce besoin-là, alors qu'au final, si vous n'avez pas posé la question, vous n'allez pas forcément répondre à quelque chose. Si vous n'avez pas de problématique, encore une fois, ça ne vous permet pas de juger ce que vous produisez. Vous n'avez aucun critère, en fait. Le produit que vous allez créer, il n'y a pas de vrai critère utilisateur, puisqu'en fait, si vous ne cherchez pas les utilisateurs pour qui vous travaillez, vous allez créer un produit, mais qui au final ne sera pas utilisé. Et bien sûr, il y a un fort risque de déception client, puisque forcément, le client va investir sur vous, investir sur votre temps, sur vos capacités, et vous allez créer quelque chose qui au final ne fonctionnera pas, et donc du coup, le client aura mis de l'argent pour rien dans le projet. Pour bien définir sa problématique, c'est très simple. Ça va vous permettre de répondre précisément du coup, aux besoins des utilisateurs. Il y a possibilité d'avoir plusieurs problématiques qui peuvent coexister. Le but, c'est clairement d'en dégager une dans un premier temps, et ça va vous permettre déjà de élaguer un peu les problèmes des utilisateurs et de vous dire, je réponds déjà à ça en premier, et en général, c'est la problématique qui correspond à la majorité des problèmes des utilisateurs. Pour formuler la problématique, il y a une formule très simple. Ça ressemble à ça, et en fait, c'est un peu une phrase à trous. Vous pouvez remplacer entreprise par l'entreprise que vous voulez, qui cherche à atteindre un objectif, mais aujourd'hui, le problème, c'est tous les pain points, tous les points de blocage. Donc par exemple, je ne sais pas, si on prend les concurrents d'Apple qui sont Microsoft, Microsoft cherche à vendre des Microsoft Surface, leur nouvelle monture, là, et aujourd'hui, le problème, c'est que leurs tarifs sont trop chers, que la concurrence est trop présente, etc. Et ça va déjà permettre d'avoir des premiers éléments pour travailler ensuite sur le produit et sur la solution. L'analyse concurrentielle, le benchmark, j'en ai déjà parlé, je pense que je ne vais pas rester très longtemps là-dessus. Le benchmark, ça permet juste d'étaler tous les concurrents, de voir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce que nous on fait de bien, qu'est-ce que nous on fait de moins bien, etc. Et la petite culture, c'est une technique qui a été inventée par Xerox, société qui fait des imprimantes, dans les années 80. Le SWOT, ça permet de diagnostiquer, en fait, plus en termes d'expérience, de faire un état des lieux du produit. Pareil pour la minute culture, ça a été créé dans les années 70. Et du coup, un SWOT, ça ressemble à ça. Très simplement, vous avez les forces et les opportunités. Ça, c'est le premier sens de lecture pour le côté positif et négatif. Vous avez en négatif les faiblesses et les menaces. Et ça peut se dire dans l'autre sens, tout ce qui est interne à l'entreprise, donc les forces et les faiblesses de l'entreprise, et tout ce qui est externe, bah forcément, c'est tout ce qui gravite autour de l'entreprise, donc les concurrents, les partenaires, etc., donc les opportunités, les menaces, etc. On va passer à la phase d'exploration. Je vous avais dit, ça va vite. Comprendre les utilisateurs. Donc là, c'est la deuxième grosse partie. Et bien sûr, ces deux premières parties, c'est vraiment les plus massives dans le sens où vous allez devoir vraiment travailler sur ces deux grosses parties pour ensuite dérouler le reste de la production. On va faire une introduction rapide à la user research. On va comparer les études qualitatives et quantitatives. Et on va faire une synthèse après de l'user research. Du coup, point très important, vous n'êtes pas l'utilisateur. Jamais. À partir du moment où vous avez un pied dans le projet, vous n'êtes pas un utilisateur du projet. Vous n'aurez jamais un avis vraiment concluant sur le projet. Du coup, à quoi sert la user research? Ça permet d'explorer en fait tout ce qui caractérise un utilisateur. Ses croyances, son schéma de pensée, etc. Le but, c'est de définir par la suite ce qu'on va voir, un persona qui va permettre de définir un profil vraiment qui répond aux besoins.
Ça va permettre d'apporter aussi des données dans le processus de design. Et ça va permettre de prendre surtout des décisions qui ont du sens et qui vont donner du sens à votre produit. Si vous n'arrivez pas à dégager du sens au produit que vous faites, faites une pause et posez-vous les bonnes questions. La phase d'exploration, du coup, elle permet de comprendre les utilisateurs en récoltant un maximum de données. Et ces données-là vont servir derrière à produire quelque chose de concret et à bien définir ces utilisateurs. Il y a des méthodes, comme je l'ai dit, l'observation directe. Donc vous regardez les utilisateurs faire, vous voyez leur façon de faire. Les entretiens individuels, des questionnaires, ça c'est quelque chose qui va revenir souvent. Des questionnaires, apprenez à établir des questionnaires avec des questions simples qui permettent derrière de vous apporter des réponses concrètes pour définir votre produit. Et bien sûr l'analyse de la data, mais ça on en reparlera après. Les atouts et l'influence du coup de l'UX dans la user research, ça permet encore une fois, je le répète, de donner du sens au projet. Vous savez pourquoi vous faites les choses et surtout pour qui vous faites les choses. La stratégie et la priorité, ça permet surtout de définir et de, de régler avant tout les points de souffrance, ou les pain points bien sûr. Et bien sûr, il n'y aura pas de jugement de valeur. Ça va être un jugement uniquement par rapport aux besoins de vos utilisateurs. Le but dans tout ça, il va falloir multiplier en fait, les interviews, les questionnaires, etc. Le but à la fin, c'est de merger tout ça et de voir en fait, qu'est-ce qui ressort et qu'est-ce qui match par rapport à toutes les personnes que vous avez interviewées ou questionnées. Ça va permettre de faire ressortir directement vraiment les pain points et ce qu'il va falloir traiter en priorité. Les études qualitatives et quantitatives, c'est assez simple. Le côté qualitatif, c'est plus dans la psychologie, on va chercher dans l'humain. Qu'est-ce qui fait ressentir des émotions négatives sur un produit? Quel est le problème vraiment en termes de pensée? Quels sont les blocages? Et donc là, on est plus sur des mots, on est sur du verbatim de vos utilisateurs. Et on est vraiment sur le côté psychologie. Le côté quantitatif, du coup, c'est l'inverse. On est sur du concret, on est sur des chiffres. Et donc là, on va utiliser tout ce qui est KPI, etc. Vraiment quelque chose de solide en termes de retour. La synthèse de la user research, ça va permettre de catégoriser les datas. Toutes les données qu'on va récolter, on va les classer par catégorie, d'identifier les cas extrêmes. Il ne faut jamais négliger les cas extrêmes quand vous allez faire vos interviews d'utilisateurs, puisque au final, il y aura toujours un électron libre qui va dire « Ouais, mais moi, en fait, j'utilise comme ça le produit, et vraiment, ça me pose problème. » Le fait d'englober ce cas extrême, ça va permettre encore d'élargir encore plus la réponse que vous allez apporter en termes de produits. Ça va permettre d'englober le maximum d'utilisateurs. Vous allez pouvoir créer des affinity maps comme ça. Je ne rentrerai pas en détail dessus, mais en fait, ça permet de créer des critères. Par exemple, pour des personnes qui préfèrent, je ne sais pas moi, si on prend l'exemple d'Instagram, il y a des personnes qui préfèrent poster des photos, il y a des personnes qui préfèrent juste regarder des flux. Et donc, l'affinity map, vous allez pouvoir classer en fait les données des utilisateurs par colonne. Et donc, du coup, par critère. On arrive aux personas, j'en ai parlé tout à l'heure. Les personas, en fait, c'est assez simple. Un persona, c'est un personnage fictif qui représente une population d'utilisateurs. Le but, c'est qu'en créant des personas, vous allez pouvoir répondre normalement à 100% des besoins des utilisateurs sur le produit. C'est ce que je viens de dire, du coup. Ça représente un groupe d'utilisateurs. C'est basé sur les données de la user research. Encore une fois, c'est très important. Pourquoi? Puisque, en fait, les données que vous allez récolter, ça va vous permettre vraiment de définir un persona qui va refléter la réalité. Le format, il est très simple. C'est une page synthétique dans laquelle on facilite la lecture et l'affichage de toutes les réponses qui correspondent aux personas et à leurs critères. Et quand je dis l'affichage et le partage, ça va être surtout sur les projets. Vous les imprimez, vous les scotchez sur un mur, etc. Et pour que pendant toute la durée du projet, vous puissiez vous dire et vous rappeler que vous travaillez pour ces personas-là, et donc du coup pour ces utilisateurs. Moi, ça c'est le format que je fais, c'est assez rapide. En clair, je mets une photo, c'est très important. Ça permet de personnifier vraiment votre persona, de vous dire, bah, tiens, on travaille pour Jonathan Blot. Il a 40 ans, son métier c'est coordinateur de formation continue. La culture digitale, c'est aussi important, ça va permettre derrière, quand vous allez créer une interface, de savoir est-ce que la personne est à l'aise ou pas avec le digital. Et donc du coup, en fonction de ça, vous allez pouvoir simplifier ou plus
répondre à quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser les technologies. Le contexte, actuellement, c'est comment il travaille, en fait, ses pain points, etc. Le besoin, du coup, c'est ce qu'on va devoir exploiter pour apporter des solutions. Et le verbatim, que je trouve très important. En une phrase, ça résume vraiment le besoin de l'utilisateur. Le nombre, idéalement, c'est 3 personas, puisque ça permet de diversifier vraiment les types d'utilisateurs. Minimum 2, pas 1, puisque vraiment, sinon c'est trop orienté en termes de besoins et ça ne répond pas à vraiment toute la problématique. Maximum 4, puisque si vous en mettez trop, derrière, vous allez vraiment vous perdre en termes de besoins et vous allez faire un produit qui est une usine à gaz, alors qu'au final, on veut répondre potentiellement à 10% du problème. Pas de proto-persona, très important. Les proto-personas, concrètement, et je pense que la majorité des gens vont se reconnaître, les proto-personas, en fait, ce sont des personas qu'on crée uniquement avec la team projet, pas avec les utilisateurs. Un proto-persona, c'est quand vous faites des réunions, vous dites « Ah oui, mais nos utilisateurs, ils ont besoin de ça. Oui, mais moi, je suis persuadé que cette feature-là, ça va répondre à leurs besoins, etc. » Tout ça, ce sont que des idées et des ressentis. Ce ne sont pas des retours utilisateurs. Si vous ne faites pas de user research avant, vous ne ferez pas de vrais et de véritables personas. L'idéation. Et donc, du coup, là, on va voir ouvrir les chakras et penser à maximum d'idées et de concepts pour son produit. La génération d'idées, ça va permettre, en fait, d'aboutir à des visions et à un maximum d'idées en très peu de temps. Il y a plein de méthodes qui existent, le brainstorming. Il faut générer des idées en prenant du recul, c'est très important. En général, on a la tête dans le guidon dans le projet et on a du mal à voir ce qu'il y a à côté. Et c'est très important de se poser à un moment et de se dire « Ok, mais en fait, est-ce qu'on répond vraiment au problème ? Est-ce que l'idée du projet est la bonne ?» Détourner les usages, ça c'est un de mes préférés. C'est un petit atelier que vous pouvez faire avec vos équipes. En fait, l'idée est très simple. Ça permet en fait de développer la créativité en équipe, dans le sens où vous prenez un objet du quotidien et en fait, vous allez faire un jeu concours. En 1 minute, vous allez dire, là, en fait, si on prend un trombone, en 1 minute, il faut sortir le maximum d'idées que vous avez sur un détournement d'usage de l'élément. Donc, par exemple, avec un trombone, en 1 minute, vous pouvez sortir, on peut s'en faire des bracelets, on peut s'en faire un cure-dent, on peut s'en faire ce qu'on veut. Le but, c'est vraiment de exploser la créativité et de sortir en fait des rails. Et la mind map, en fait, mind mapping, très simple, on perd une idée et on déploie au fur et à mesure des branches pour avoir une vision globale. Pourquoi Du coup, je l'ai déjà dit, ça permet de libérer la créativité, de stimuler la réflexion. En général, quand on est sous pression, on a tendance à sortir des meilleures idées et des idées auxquelles on n'aurait pas pensé parce qu'on est sous pression, on est un peu stressé, mais donc du coup, ça permet derrière d'aller chercher au fond de son cerveau des petits neurones qui ne sont pas forcément activés d'habitude. Ça permet de communiquer et de rendre visuelles les idées. Ça forcément, puisque en fait, on est en mode atelier. C'est un travail collaboratif, très important aussi, de travailler avec tout le monde, d'échanger des idées, d'émuler les idées ensemble. Et l'importance du travail collaboratif est très simple. Ça permet de créer une cohésion d'équipe. C'est quand même un format un peu team building. Et un cerveau collaboratif collectif est forcément plus intelligent qu'un cerveau isolé. La quantité d'idées est astronomique en général. En 1 heure d'atelier comme ça, vous produisez un maximum de post-it, d'idées, etc. Et au final, ça permet d'avoir une meilleure qualité de rendu qui est plus poussée que si on avait eu une réflexion tout seul. Comment créer une vision partagée du produit? On va définir la personnalité et la valeur du produit. Alors là, c'est un peu touchy, mais en clair, quand vous faites vos ateliers, vous définissez une première version de la vision de votre produit. Vous allez vous dire, notre produit, voilà, le but, c'est qu'il soit très plaisant à regarder, très facile à l'usage, etc. Derrière, en partant de cette base-là, on va aller chercher son contraire. C'est-à-dire qu'on va essayer de chercher un produit qui est plus compliqué, plus complexe, qui répond vraiment à des utilisateurs qui sont très poussés, qui ont l'habitude d'utiliser leur smartphone, etc., si on prend l'exemple d'une application. Et à partir de ce contraire-là, on va essayer de revenir à la version initiale de la personnalité qu'on avait définie au début. Et en général, vous partez d'un point A, vous arrivez à un point B, et si vous voulez revenir au point A, en général, vous allez atterrir sur un point C. Et ça va vous permettre d'avoir vraiment un panel de personnalités de votre produit sur lequel vous allez pouvoir travailler et vous dire est-ce que vraiment on a fait toutes les possibilités en termes de personnalité du produit. Il va falloir évaluer les idées. Et donc là, on va générer des critères pour classer toutes les idées qu'on a eues.
Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut utiliser des matrices. Les matrices, en général, on définit des critères, par exemple, pour les forces, les faiblesses, etc. Est-ce que c'est facile d'utilisation? Est-ce que ça l'est pas, etc. Et derrière, on va pouvoir noter chaque critère pour se dire, ce critère-là, il est plus important, celui-là moins, etc. Exemple de matrice, ça donne ça. Donc du coup, là, c'est plus des graphiques en mode toile d'araignée. Et du coup, ça va vous permettre de tout de suite voir, par exemple, que le groupe A, la variable 3, elle est hyper importante. Donc du coup, on va vraiment la prioriser sur notre produit. La génération. Et donc là, on arrive vraiment dans le vif du sujet. On va commencer à créer. Le but, c'est de créer un produit optimal pour vos utilisateurs qui répond à leurs besoins. On va devoir hiérarchiser l'information, forcément, visuellement. Là, attention, on est vraiment dans la génération, donc on commence à arriver sur quelque chose de concret qu'on va pouvoir tester. Les méthodes, elles sont très simples. Il y a les maquettes papier. Vous avez déjà dû voir les petits prototypes de maquettes, on découpe, on fait des petites animations. Moi, je suis plus numérique. Et vous devez connaître les logiciels type Sketch, Zeppelin ou Figma. Je suis très Figma parce que c'est collaboratif et en même temps, ça permet de créer rapidement des prototypes pour tester en fait les interfaces. Vous pouvez faire des storyboards aussi ou des experience maps. L'intérêt, en fait, c'est de détailler l'expérience et que votre client ait quelque chose de concret en main pour voir en fait si on répond déjà à un embryon de besoin et si ça lui correspond. On va pouvoir identifier les points complexes et la stratégie en fait de ce qu'on aura créé pour, avec le client, prioriser est-ce qu'on met ça en avant ou pas, etc. Les enjeux sont très simples. On va parler sur 3 critères. Le business, forcément, puisqu'en général, le client met de l'argent sur le produit, il veut savoir où il les met. La technique, puisque nous, en tant qu'UX et UI designer, on n'a pas forcément toutes les notions de technique, et c'est pour ça qu'en général, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des fronts, avec des PO, etc., pour se dire où on va là-dessus. Et forcément, les utilisateurs, puisque quand on crée quelque chose, il faut du feedback utilisateur. La dernière partie, c'est l'évaluation. Et donc là, l'évaluation, ça va permettre de tester ce que vous faites, d'itérer et d'améliorer. Il y a des méthodes très simples. Les tests utilisateurs, le questionnaire, encore une fois, le peer review. Le but, c'est aussi de travailler avec d'autres directeurs artistiques, avec d'autres UX designers, pour se dire où on en est, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait. L'A/B testing, très simple. Si vous avez un doute entre 2 solutions, 2 interfaces, vous faites tester les 2 aux utilisateurs et vous faites voter. Et vous voyez au final laquelle est la mieux. Pourquoi on fait des tests? Parce qu'on veut un contexte d'usage réel. Si on ne teste pas en usage réel, encore une fois, on est sur du prototype qui ne répond pas aux utilisateurs. Qu'est-ce qu'on valide lors des tests? La compréhension, l'accessibilité, l'attraction, l'efficacité, l'adhésion, la préférence. Le but, c'est qu'en fonction de vos tests et en fonction des personnes que vous faites tester, il faut les observer. Le moindre mimique, la moindre émotion qu'ils peuvent ressentir, c'est important comme feedback, puisque derrière, il va falloir retravailler votre interface. S'il y a des gens qui ont des frustrations lors d'un test, il faut lever tout ça pour que derrière, ça soit plus fluide. Aujourd'hui, les applications que vous testez, il y a des armées d'UX designers qui ont travaillé dessus et qui se sont dit, qu'ils ont fait tester en fait à beaucoup d'utilisateurs et derrière, ils ont levé tout ça. C'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir une interface fluide et qui vous donne du plaisir en général pour tester, pour utiliser votre application. Si vous passez des heures sur un Facebook, sur ce genre de choses, c'est parce que derrière, ça a été étudié pour. Tout peut être testé. Et donc là, en fait, on peut revenir au tout début des 5 étapes. Une idée peut être testée directement à un utilisateur. Un scénario d'usage, un wireframe, un produit fini, évidemment. Mais tout peut être testé. Et je vous invite vraiment à tester le plus tôt possible, régulièrement. Le but, c'est qu'à chaque feedback, on améliore son produit et on se rapproche vraiment de la solution qui répond aux besoins. Pour qui, et encore une fois, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut afficher les personas, on travaille toujours pour les personas qui ont été créés, puisque les personas représentent 100% des usages des utilisateurs. Et donc, du coup, encore une fois, il faut travailler pour ce que vous avez créé via la user research. Les évaluations expertes, alors là, du coup, on rentre un peu plus dans la technique, mais là, je vous inviterai à aller chercher parce que c'est assez touchy. Les critères heuristiques de Bastien Scapin, en clair, il y a toute une liste de tests, de critères qui ont été faits par ces 2 messieurs. Et donc, du coup,
Ce sont des critères d'ergonomie pour l'évaluation des interfaces utilisateurs ou, bien sûr, de tous les produits en général dans le digital. Un exemple, il y a un critère que j'aime beaucoup, le côté feedback immédiat. Je pense qu'on a tous eu la frustration, en utilisant une application ou un site web, de cliquer et il ne se passe rien. Et on ne sait pas si ça mouline, on ne sait pas si ça charge, et vous restez sur une interface, frustration immédiate. Du coup, voilà, ça c'est un critère qui est important et qui permet de se dire on a besoin d'avoir un feedback, et donc du coup, ça, il faut y travailler. Mettez un petit loading, quelque chose comme ça. Il faut tout le temps communiquer avec l'utilisateur pour lui dire t'inquiète pas, tout se passe bien. Les autres évaluations, les tests en conditions réelles, encore les questionnaires, l'A/B testing, mais ça, je suis déjà passé dessus. On a fait le tour. Du coup, je vous avais dit que c'était très dense. Du coup, on a vu la planification, l'exploration, l'idéation, la génération et l'évaluation. On a fait ces 5 phases-là. C'était quand même, concrètement, c'est un sujet qui est très, très, très dense. En une demi-heure, c'est vraiment très compliqué. Je suis passé peut-être un peu rapidement. Le but, encore une fois, c'était de vous donner un maximum de tips et d'informations pour aller chercher de votre côté de quoi répondre aux besoins des utilisateurs sur lesquels vous allez bosser. Merci. Merci beaucoup pour l'échange. J'ai une petite question sur la génération des personas. Dans les contextes d'entreprise où j'ai pu travailler, beaucoup viennent du marketing et du découpage de la base client en fait, en version CRM, ce qui donne un découpage vraiment très très fin, ce qui ne permet pas forcément d'arriver au chiffre idéal entre 2 et 4. 3 idéalement. Quels seraient tes conseils dans ces cas-là où du coup il y a énormément de connaissances qui viennent du marketing et qui sont intéressantes à voir? Comment pas rester enfermé dans ce modèle? Sur l'exemple que tu donnes, tu avais combien de personas en moyenne? Entre 5 et 8. Ouais, c'est beaucoup. En général, quand on a beaucoup de personas comme ça, il y a un petit atelier qui est très simple, c'est on étale les personas, on étale leurs besoins. Le but, c'est de faire merger les personas. Concrètement, il y a forcément un persona qui va avoir potentiellement le même parcours qu'un autre. Et à ce moment-là, on se dit, bon, ok, les deux, on peut les fusionner. Il y a peut-être une petite différence, mais le besoin et l'essence même de leurs besoins, c'est le même. En fait, il faut répondre vraiment à leur pain point plus important, ou sinon, il faut prioriser. Mais à ce moment-là, tu fais merger des personas, et le but, c'est d'atteindre les 4. Mais moi, j'ai déjà eu ce problème-là sur un projet où on avait, je sais pas, on avait peut-être plus de 10 personas. Et on s'est posé tranquillement, on les a tous comparés. Et on dit, ouais, au final, c'est vrai que celui-ci, il fait pareil que lui, etc. Et donc, c'est comme ça que tu arrives à réduire le nombre. Même si tu peux garder des exceptions, mais ton persona fusionné, il peut avoir le besoin de seulement un des deux. Mais c'est pas grave, puisqu'au final, on va y répondre aux besoins. Donc au final, si je comprends bien la réflexion, en mergeant, on pourrait arriver sur 3 personas, il y aurait un persona qui couvre 80% des usages et 2 qui font l'écart un petit peu aux limites. Tu peux avoir un persona, on va dire, maître, qui a 80% des usages, comme tu dis, derrière avoir quelqu'un qui comble un peu le reste, et tu peux avoir un persona extrême, du coup, qui va apprendre les choses que quasiment personne ne fait, mais c'est important parce que sinon, ça va générer de la frustration, par exemple. Actuellement, dans nos process de conception, on essaye en général de systématiser les tâches. Ouais. Ma question, c'est est-ce que ton processus, tu vas l'appliquer à chacune des tâches que tu veux effectuer? Ou sinon, comment est-ce que tu fais pour interfacer ce processus qui a l'air quand même relativement long avec des cycles de livraison qui sont aujourd'hui de plus en plus courts? Alors attends, ta question du coup, c'était quoi exactement? Ce que tu présentes va prendre un certain temps. Ouais. Va ouvrir un périmètre qui est parfois très large. Et parallèlement à ça, tu peux avoir des features, des éléments qu'il va falloir livrer de plus en plus vite. Est-ce que chacun de tes éléments, tu les passes à ta moulinette ou est-ce que tu choisis bien spécifiquement un ensemble de sujets? Enfin, voilà, comment est-ce que tu gères cette granularité? En fait, l'avantage de ce process-là, c'est qu'il est assez flexible, dans le sens où en fait, tu peux aller piocher ce dont tu as besoin en fonction de la feature. Ça, tu parlais de feature, du coup, s'il y a un truc où tu te dis, bon, bah là, on est vraiment dans les choux, on ne sait pas où on va, bah, tu prends cette feature-là et tu te dis, bah, en fait, quel est le problème? Tu vas voir tes utilisateurs, tu leur dis, bon, bah, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est à ce moment-là où, en fait, ça va répondre à ta question sur quoi il faut bosser. Si vraiment, on n'a même pas l'idée de la feature et qu'il n'y a rien, bah, du coup, tu vas te faire de l'idéation.
si vraiment tu as besoin de générer des maquettes, plusieurs pour faire de l'A/B testing, etc. Et c'est à ce moment-là où tu viens piocher. Je sais que j'ai déjà eu ce genre de questions où en fait on me dit oui, mais dans un projet qui existe déjà, c'est un peu compliqué, etc. Et ben c'est à ce moment-là où en fait tu prends et tu pioches un peu ce qu'il te faut, parce que c'est un peu une toolbox, et tu t'adaptes, et tu adaptes en fait ton process par rapport à tes besoins. Merci beaucoup.